Honorable assistance, bonjour. Bon, j'arrive en fin de parcours, j'espère que vous pourrez suivre avec moi. En tout cas, je suis très contente de participer à cette journée. On va aborder un thème qui est un peu différent et particulier, c'est le rapport entre les maladies cancéreuses et le système immunitaire. Comme introduction, donc, il faut savoir que les cellules cancéreuses, tout comme les micro-organismes, virus, bactéries, etc., s'adaptent pour échapper au système immunitaire. Il y a des mécanismes variés qu'utilisent les cellules cancéreuses pour échapper à ce système immunitaire, entre autres la quiescence, la séquestration, perturber la présence antigénique et favoriser les variations antigéniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour avoir un aperçu. Alors, on va aborder un concept particulier qui est l'immunosurveillance. Qu'est-ce que l'immunosurveillance ? Donc, c'est un concept qui est apparu il y a environ 100 ans, découvert par Paul Ehrlich et modifié dans les années 50 par Burnett et Thomas. L'idée est que le système immunitaire joue un rôle de protecteur en éliminant les cellules précancéreuses, voire les cellules cancéreuses. Ces expériences conduisaient à admettre l'existence d'antigènes associés aux tumeurs et de surveillance par le système immunitaire de l'apparition de cellules tumorales. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses, lorsqu'elles vont apparaître dans un organisme quelconque, elles ont à leur surface ce qu'on appelle des antigènes, qui sont des protéines qui existent à la surface des cellules cancéreuses. Ces antigènes vont permettre l'activation du système immunitaire et donc son action. Le concept d'immunosurveillance a tout d'abord été remis en question. Si le système immunitaire est défaillant, il doit y avoir, par conséquence, une incidence plus grande de tumeurs spontanées ou induites. Donc, c'est un principe de base. Les premières approches qui ont été faites sur des souris thymectomisées, c'est-à-dire chez lesquelles on a enlevé le thymus pour les rendre immunodéprimés, n'ont pas permis d'obtenir des résultats consensuels, c'est-à-dire que les résultats de ces études étaient plutôt contradictoires et n'ont pas été en faveur de ce concept d'immunosurveillance. Ensuite, il y a eu une renaissance de ce concept dans les années 90. Des études sur différents modèles de souris immunodéprimées ont montré une augmentation du risque de tumeurs spontanées chez ces souris. Au total, donc, l'immunosurveillance est un mécanisme complexe et hétérogène qui requiert l'action combinée des différents acteurs immunitaires et qui dépend du type cellulaire tumoral, du mécanisme de transformation ainsi que de la localisation anatomique de la tumeur. Actuellement, on considère que le système immunitaire, d'abord, prévient la formation de tumeurs, mais aussi favorise l'émergence ou la sélection de variants tumoraux d'immunogénicité réduite. C'est-à-dire que le système immunitaire va agir comme un protecteur de l'organisme en luttant contre la formation de tumeurs, mais aussi lorsqu'il y a tumeur à l'intérieur de l'hôte, ce système immunitaire va moduler certaines cellules et va les rendre plus résistantes et moins sensibles au système immunitaire et donc plus fragiles. Il s'agit donc d'une vue plus large des interactions système immunitaire-tumeur, prenant en compte à la fois les effets protecteurs pour l'hôte et les effets modifiant la tumeur. Ça concerne donc les études qui ont été faites sur des modèles animaux. Qu'en est-il chez l'homme ? Chez l'homme, les patients immunodéficients ou traités par immunosuppresseurs présentent-ils plus de cancers que les sujets sains ? Première question. Deuxièmement, existe-t-il une corrélation entre l'infiltration lymphocytaire tumorale et la survie des patients ? Et enfin, les patients cancéreux peuvent-ils développer des réponses immunes contre la tumeur ? Le suivi épidémiologique de ces patients cancéreux à long terme a montré effectivement une augmentation importante de la fréquence des cancers chez des patients immunodéficients. Certains de ces cancers, comme les lymphomes non-hodgkiniens ou les sarcomes de Kaposi, sont en rapport par exemple avec des infections virales. D'autres n'ont pas d'étiologie virale et augmentent aussi. Par exemple, on a remarqué une augmentation de l'incidence des mélanomes malins, 2 à 4 fois plus, et de sarcomes non Kaposi chez les patients transplantés.
Ceci ne s'explique pas par une infection ou autre. On a remarqué aussi chez les transplantés cardiaques une incidence 25 fois plus élevée de cancer pulmonaire et une augmentation de certains cancers comme le côlon, la vessie, le rein et les tumeurs endocrines. Les corrélations entre l'infiltration lymphocytaire et la survie. Comme ça a été abordé auparavant, les lymphocytes sont des cellules qui font partie du système immunitaire et qui interviennent, entre autres, dans certains cancers. On a remarqué que l'infiltration lymphocytaire dans les tumeurs est corrélée positivement avec la survie. Par exemple, dans des études qui ont été faites sur des 500 patients atteints de mélanome malin, les patients dont la tumeur était infiltrée par de nombreux lymphocytes ont une survie qui va de 1,5 fois à 3 fois plus importante que les patients sans infiltration. Ceci a été aussi rapporté pour des patients atteints de cancer du sein, de la vessie et du côlon. C'est un schéma qui récapitule un petit peu l'infiltration. La corrélation entre infiltration lymphocytaire et la survie. Qu'en est-il du développement d'une réponse immune contre la tumeur? Il existe de très nombreux antigènes tumoraux qui ont des propriétés immunogéniques. Ils sont reconnus par les lymphocytes CD4 et CD8 et c'est la même chose pour les anticorps. Comme je l'ai dit auparavant, l'introduction d'une tumeur à l'intérieur d'un organisme, donc la tumeur possède des antigènes à sa surface. Ces antigènes vont favoriser la production d'anticorps et vont être reconnus par les lymphocytes CD4 et CD8 et donc provoquer la réaction immunitaire. Mais si l'immunosurveillance existe vraiment, pourquoi y a-t-il des cancers chez des individus immunocompétents? Bien sûr, comme on le voit en pratique courante, les cancers ne surviennent pas seulement chez les immunodéprimés. Ils peuvent survenir chez une personne en parfaite santé. Donc, c'est un schéma récapitulatif que je vais expliquer. Donc, le système immunitaire exerce une pression de sélection sur les tumeurs et favorise la sélection de variants qui ont une meilleure chance de survie dans un environnement immunitaire intact. Comme je viens de le dire, donc, le système immunitaire va agir comme un défenseur de l'organisme, mais également, avec le temps, il va parvenir à sélectionner des mutants, des variants, qui ne seront plus réceptifs à l'immunité de l'organisme et qui vont être donc plus agressifs. Ceci survient vraisemblablement tôt au cours de l'histoire naturelle des cancers, de sorte que les tumeurs devenues apparentes cliniquement ont probablement déjà été façonnées par le système immunitaire. Le système immunitaire a donc une double action, protéger l'hôte, en l'occurrence l'organisme, et façonner des tumeurs. L'immunosurveillance implique seulement une fonction de protection du système immunitaire et le terme plus général est de cancer immunoediting est actuellement proposé. Je vais essayer de schématiser rapidement les 3 étapes qui surviennent lors de l'apparition d'un cancer. Donc, premièrement, la phase d'élimination. Quand une tumeur grossit, quand elle grandit, elle va envahir les structures et les tissus avoisinés. Pour ce faire, elle aura besoin de nouveaux vaisseaux, ce qu'on appelle la néo-angiogénèse, pour se nourrir, grandir et envahir. Cet envahissement va va envoyer des signaux inflammatoires. Ces signaux inflammatoires vont attirer les cellules du système immunitaire, notamment les N-killers et les macrophages. Ces cellules vont reconnaître les structures à la surface des cellules cancéreuses et seront activées. Deuxième phase, c'est la phase d'équilibre. Les cellules tumorales qui ont échappé au système immunitaire et le système immunitaire lui-même vont rentrer dans une phase d'équilibre. Dans cette phase, le système immunitaire exerce une pression suffisante sur la tumeur pour la contenir. C'est ce qu'on appelle la sélection darwinienne. La plupart des variants initiants sont probablement détruits, mais de nouveaux variants émergent continuellement. Il faut savoir que cette phase peut durer des années. C'est une phase, c'est-à-dire, on va schématiser un petit peu, c'est une sorte de bataille entre le système immunitaire et les cellules cancéreuses. Le système immunitaire va essayer de contenir la tumeur, mais avec le temps, il y aura une fatigue du système immunitaire qui ne sera plus assez fonctionnel pour contenir la tumeur et il va y avoir sélection de tumeurs résistantes au système immunitaire. Et on va arriver
au final, à la phase d'échappement, les variants qui ont réussi à échapper au système immunitaire, soit en échappant à sa détection, soit en devenant résistants, finissent par proliférer et on a une maladie cancéreuse qui est cliniquement observable. C'est un schéma qui récapitule les 3 phases dont je viens de parler. Y a-t-il des applications cliniques de ce rapport entre l'immunologie ou l'immunothérapie et les cancers? Bien sûr. Les applications cliniques donc, se concrétisent dans l'immunothérapie. L'existence d'une réponse immunitaire contre les tumeurs permet-elle d'envisager des manipulations du système immunitaire pour augmenter les effets des anticancéreux? Donc, on peut séparer 2 types d'immunothérapie anticancéreuse, l'immunothérapie active et passive, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, ce tableau récapitule plusieurs agents qui ont été fabriqués sur les bases de l'interaction immunologie-cancer. Voilà. Ici, c'est l'exemple d'une leucémie lymphoïde B chronique où il y a une expression du CD20. Le CD20, c'est un antigène à la surface de la tumeur. Et le rituximab, c'est une thérapie ciblée qui agit contre le CD20. Maintenant, on va parler de la corrélation entre l'immunité du malade cancéreux et la tolérance au traitement. Il est clairement établi qu'un patient candidat au traitement anticancéreux doit renforcer son système immunitaire afin d'abord de tolérer la toxicité des traitements, mais également de freiner la progression tumorale. Pour ceci, donc, il existe des habitudes très simples qu'on a tendance à négliger, mais qui sont très efficaces. D'abord, insister sur une alimentation saine et équilibrée. Pour résumer, manger de tout en évitant les excès. C'est une règle qui ne s'applique pas seulement aux malades cancéreux, mais qui s'applique à tout le monde. Donc, une alimentation variée, beaucoup de fruits et de légumes. Manger de la viande, mais pas en excès, des légumineuses, etc. C'est-à-dire essayer de trouver un équilibre dans l'alimentation. Ne pas supprimer complètement des aliments et ne pas aller dans l'excès de la consommation de certains autres. Deuxième point très important, c'est l'activité physique adaptée. Oui, en effet, les malades cancéreux doivent bénéficier d'une activité physique. Ça fait partie intégrante de leur schéma thérapeutique. Ça permet d'abord une réadaptation physique, parce que c'est des malades souvent qui sont faibles, fatigués, qui perdent beaucoup de poids. Donc, essayez de trouver une activité physique adaptée à chaque patient. Il faut savoir aussi que l'activité physique réduit de façon significative les récidives chez des malades qui ont été traités pour des cancers, notamment le cancer du sein. Troisièmement, avoir recours aux médecines alternatives, oui, pourquoi pas. Méditation, acupuncture, sophrologie. Ces médecines alternatives sont de plus en plus proposées aux malades cancéreux. Ça permet d'une part de lutter contre les effets secondaires du traitement, entre autres les effets digestifs, nausées, vomissements, mais aussi de mieux supporter la douleur, qui est un maître symptôme en cancérologie. Il faut savoir donc que ces médecines alternatives, en ramenant un certain confort aux patients, permettent de réduire le stress de la maladie, et comme on le sait, le stress diminue l'immunité, et donc renforce l'immunité des patients. Toute consommation, c'est un point très important, toute consommation de produits naturels doit se faire après concertation avec le médecin traitant pour éviter toute interaction médicamenteuse. Entre autres, dans nos sociétés, nous remarquons en consultation que les patients ont tendance à consommer beaucoup de tisanes, d'herbes, d'épices, etc., qui pourraient avoir un effet néfaste sur l'absorption de certains médicaments. Donc, tout doit se faire après avoir consulté le médecin traitant. En conclusion, de nombreux progrès en matière d'immunologie des tumeurs et du fonctionnement du système immunitaire ont été réalisés au cours de ces dernières années. La démonstration que des tumeurs peuvent régresser parfois complètement sous stimulation immunitaire appropriée, confirme qu'il est possible de traiter les cancers par la manipulation du système immunitaire. Il faut savoir que l'immunothérapie constitue actuellement le traitement innovant par excellence en oncologie, qui a permis d'améliorer de façon significative le pronostic de beaucoup de cancers, jusque-là de pronostics péjoratifs. Un des challenges actuels est de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les cellules tumorales deviennent réfractaires au système immunitaire pour agir contre les mécanismes de résistance et donc avoir un meilleur résultat dans l'avenir.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.